Quand tu veux. Je suis ravi de te recevoir, Rémi. Merci Stéphane. Avec ta participation attendue à notre festival, la 3e édition du Festival de la Merveille et des Mystères, qui aura lieu, donc, je le rappelle, du 4 juillet au 7 juillet. Tu interviendras donc dans le cadre de cette thématique qui est l'imaginal, et tu nous parleras de, en fait, l'imaginal poétique. Et tu as précisé avec des considérations sur l'hermétisme et l'alchimie, et référence notamment à la chimie du verbe de Rimbaud, mais je crois aussi que tu as l'intention de parler de William Blake de façon peut-être un petit peu plus ciblée. Alors avant de déjà amorcer un petit peu de réflexion autour de cette thématique de l'imaginal, j'aimerais que tu te présentes à nous, Rémi Soulier. La présentation sera assez synthétique. Je suis écrivain, philosophe, de formation enseignant en littérature française, mais enfin avec des centres d'intérêt qui tournent tous autour disons, du langage, des mots, de la langue, et puis par extension du concept, d'où l'ouverture évidemment vers la philosophie, voire même la métaphysique, enfin tous ces domaines qui, à mes yeux, sont très liés. Le domaine de la littérature, en l'occurrence de la poésie, puisque tu as commencé à évoquer un peu la piste qui sera la mienne lors de cette journée-là. Donc la poésie, la littérature, la philosophie, la métaphysique sont des domaines qui ont tous peu ou prou à voir avec la langue, avec le verbe, avec le logos, avec le langage, et c'est une trame qui, chez moi, est vraiment structurante. Oui, alors on va justement parler de tes différents ouvrages. Moi, je t'ai rencontré d'ailleurs par le biais d'un petit livre dont j'avais eu besoin pour faire mes recherches concernant le métanoïa. Je me suis procuré ce petit livre qui s'appelle « Les métamorphoses d'Hermès, hermétisme et herméneutique ». Et j'avais vraiment été surpris par la qualité de ce livre, son intensité, son efficacité. Et puis après, je t'ai suivi sur Gliss, oui. Franck Agier, voilà, oui. toujours la source fondamentale que l'on salue. De notre réflexion sur justement les différentes formes de la métaphysique et sur tous ces sujets qui nous intéressent. Et puis j'ai eu l'occasion et la chance d'être reçu à Radio Courtoisie sur la chaîne sur laquelle tu as une émission donc, pour parler de métanoïa. Et puis, voilà, pour le festival, je me suis plongé, je dirais, dans ce livre extraordinaire, qui est L'enthousiasme. Donc, mon enthousiasme est à la hauteur du titre. Je te l'avais dit d'ailleurs, c'est un livre qui m'a semblé vraiment, qui est, je dirais, fulgurant. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de te faire intervenir sur la thématique de l'imaginal. Oui. Est-ce que tu peux redéfinir un petit peu ce que c'est que cette imaginal ? Oui, c'est-à-dire que l'imaginal, le grand philosophe de l'imaginal au XXe siècle, c'est Henri Corbin, puisque c'est lui qui a, à travers sa lecture en particulier des platoniciens de Perse, de Sohrawardi, mais aussi d'Avicenne, enfin toute une tradition de la philosophie arabe et arabo-musulmane, c'est lui qui a pointé cette réalité-là, qu'il a retrouvée au fond, qu'il a inventé au sens du spéléologue qui invente, qui trouve donc une caverne, voire un trésor, pourquoi pas. Et l'imaginal, c'est tout simplement, donc à bien distinguer de l'imaginaire, à bien distinguer de ce qui est ressorti de la fantaisie, de la fancy, comme disent les Anglais. C'est important, je donne ce mot parce que c'est un mot qu'utilise Blake parfois, mais pour le distinguer précisément de ce que je crois trouver chez lui, qui est l'imaginal. L'imaginal, c'est ce monde intermédiaire qui se situe entre le monde des corps, le monde corporel, donc pourrait-on dire, le monde de la matière, et puis le monde proprement spirituel, qui est donc le monde, comme son nom l'indique, de l'esprit. Et Corbin nous dit que le monde de l'imaginal, c'est celui où se corporalise l'esprit et où se spiritualise le corps. C'est donc le monde, pourrait-on dire, le monde de l'âme. Donc dans l'anthropologie traditionnelle, l'homme a une structure ternaire, et non pas duel, et encore moins dualiste, comme on a tendance à le dire depuis Descartes, en séparant ce qui est ressorti du corps et ce qui est ressorti de l'âme. Dans l'anthropologie traditionnelle, il y a 3 strates, en quelque sorte, constitutives de l'homme: la strate corporelle, la strate animique ou psychique, donc le monde de l'âme, et puis la strate ultime, la plus élevée, qui est la strate spirituelle. Et donc ce monde imaginal, ce mundus imaginalis, c'est un monde d'une
d'une très haute réalité qui excède le monde du corps, qui excède le monde de la matière, qui n'est pas à proprement parler un monde divin, mais qui en tout cas ouvre, en tout cas si on considère que le divin habite véritablement le monde spirituel lui-même, mais qui ouvre à un espace intermédiaire dans lequel les images se concrétisent, se forment. Et c'est le lieu même des mythologies, c'est le lieu même des récits visionnaires, nous dit Henri Corbin, et c'est ce que j'essaierai de montrer lors du Festival de la Merveille et des Mystères, de mon point de vue, c'est le lieu même également, la source même, le réservoir, pourrait-on dire, de toute poésie, et singulièrement de toute haute poésie. Oui, puis tu expliques aussi que la poésie est le moyen, en fait, de se glisser. Alors, je crois que tu utilisais l'image du miroir, hein, de l'autre côté du miroir, et de déployer, en fait, cet autre plan, on pourrait dire. Oui, absolument. Donc, tu parles de la poésie comme un mode d'accès à des hauteurs imaginales. Oui. Il y a une expression aussi que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de formules très efficaces dans ton livre. Tu parles de la grammaire élémentale. Oui. Hein, donc, le verbe, en fait, qui donne corps à cet imaginal. C'est ça. Et puis tu parles aussi en effet de la poésie comme étant opérative et spéculative. Oui. Et il y a cet aspect aussi vibratoire, est-ce que tu peux nous en parler justement, la dimension donc non-verbale de la poésie sonore? Oui, c'est la dimension des muses mêmes, c'est-à-dire la dimension musicale, de la musiquée, du rythme, du nombre, le langage que l'on ait affaire au vers libre ou au vers rimé, peu importe, on a affaire à une scansion, à un usage non seulement des syllabes et de la lettre même, des lettres même, de chaque lettre, et de chaque lettre assemblée évidemment dans des mots et dans des phrases, on a affaire précisément à la pure forme, musicale. Et c'est en quoi la poésie, et ça c'est un grand thème de recherche me concernant, mes derniers livres ils sont quasiment tous consacrés, la poésie nous permet, en dehors de l'aspect rationnel, en dehors de l'aspect d'abstraction, en dehors de l'aspect conceptuel, de franchir le miroir précisément, de franchir ces portes-là et d'accéder à ce monde imaginal qui est une propédeutique, qui est une ouverture, qui est un seuil lui-même par rapport au monde spirituel. Et la poésie donne les clés, ouvre les clés, parce que justement, puisque tu évoquais la question du réel et de la réalité, la poésie, si on la prend au sérieux, ce qui est mon cas, la poésie n'est évidemment pas fantasmagorie, n'est évidemment pas ornementation, distraction, que sais-je, non. Par l'usage que le poète fait de la langue et des images qui viennent à lui, ou bien qu'il projette, il nous donne accès à un autre seuil de réalité, à une autre manière de voir le monde, et il nous permet de ne pas réduire le monde à cette matérialité, à cette corporéité, ou cette corporalité, et de voir ce qui s'y donne également. C'est une question de donation. Seulement, lorsque l'on est parasité par la raison, lorsqu'on est parasité par l'abstraction, et on doit l'être dans la vie de tous les jours, évidemment, dès lors que l'on a une vie familiale, sociale, il faut en passer par là, bien sûr. Mais le poète, c'est celui qui a cette ouverture, j'ai presque envie de dire, utilisant le mot fameux de Heidegger, du Dasein. Le Dasein, c'est celui que nous sommes, c'est celui pour lequel l'être est là, c'est celui qui est ouvert à l'interrogation sur l'être. Pour le poète, c'est exactement la même chose. Il est ouvert à cette autre dimension de l'être, c'est-à-dire à la dimension proprement réelle de la réalité, au-delà de la réalité, pour reprendre la distinction que tu formulais, donc, de la réalité telle qu'on la conçoit de manière ordinaire. Et donc, il va non pas recomposer les choses, mais il va les voir selon une perception visionnaire. Il va voir ce qui semble se cacher, mais qui apparaît pour peu que l'on soit attentif. Le poète, c'est celui qui est à l'écoute, et c'est celui, donc l'oreille, le rythme, la musique, et c'est celui qui voit. Lorsque Paul Éluard écrit que la terre est bleue comme une orange, il ne délire pas, il n'utilise pas un verbe pour faire un vers, non. Si on explore ce vers-là, on s'aperçoit qu'à certains égards, oui, ce qui est dit dans ce vers-là, la terre est bleue comme une orange, indépendamment de l'apparente absurdité de la comparaison, recèle une vérité. Par exemple, la vérité de la rondeur,
la vérité de la circularité. Et Éluard est un grand poète de la circularité, de la rondeur, du cercle. On va voir l'éclat du réel de manière inédite. Et dans sa fraîcheur, presque enfantine, presque naïve, le poète est celui qui est d'emblée dans cette dimension-là du réel. Et il va le retranscrire. Il va la dire. Il va l'accompagner. Voilà. Il reçoit, il est l'objet d'une donation, et ensuite il donne ce que lui-même a reçu. Voilà la manière la plus juste, non pas d'user de la langue, mais de sortir précisément du caractère utilitariste du langage pour voir ce qui se murmure et ce qui se dit d'autrement plus vrai et d'autrement plus réel. Alors, on pourrait aller très loin avec le thème de la langue des oiseaux. Tous les poètes parlent la langue des oiseaux, bien entendu, ou la langue angélique. C'est cette dimension-là qui est la dimension la plus cruciale et à laquelle le poète accède. Oui, alors on comprend bien l'importance du mot épiphanie, hein, qui fait partie des termes définitoires, justement, je pense, si je me souviens bien, d'Henri Corbin, dont nous parlera d'ailleurs Françoise Borderdel lors du festival, puisqu'elle nous remettra en mémoire, justement, cette conception de l'imaginel propre à Corbin. Tout à fait. Après ton ouvrage, en fait, quand on lit Enthousiaste, on peut penser au départ que c'est un essai philosophique, mais justement, on comprend rapidement que ce n'est pas qu'un essai, c'est un poème. C'est un poème au sens très puissant du terme. Il y a cette force de la langue, cette vibration de la langue, cette fluidité, cette virtuosité de la langue qui impacte. Et puis, il y a en même temps une forte présence de la pensée, de la connaissance. Et tu traverses les âges, justement, de la connaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence qu'il y a entre la poésie comme moyen de relier ou de déployer l'imaginal et puis la philosophie? Même si tu en donnes une belle définition, tu dis que la philosophie est spirituelle, pas dialectique. Qu'est-ce qui différencie en fait la poésie, telle que tu viens d'en parler magnifiquement, de la philosophie? Alors justement, j'ai une conception très englobante des choses. Et j'ai tendance à dire que, au-delà même des dénominations, donc philosophie, poésie, il y en a une qui subsume, à mon avis, les deux, c'est le terme de métaphysique, entendu au sens guénonien. Mais enfin, on ne va pas s'attarder longuement là-dessus, ce n'est pas le but. Mais je crois qu'il y a, au-delà des disciplines, telles qu'elles peuvent être évidemment enseignées, telles qu'on peut les percevoir sous un angle académique, il y a une unité. Et cette unité, que je dirais donc métaphysique, peut être dite également spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qui concevrait la philosophie comme une discipline purement scolaire, avec donc un usage, un mode de questionnement, sans voir en quoi la philosophie est un exercice spirituel, ce sont les grands travaux de Pierre Hadot, bien entendu, pas seulement, mais sans voir en quoi celui que l'on considère, Platon en l'occurrence, comme celui qui a donné le là de l'histoire de la philosophie occidentale, ou de l'histoire de la métaphysique occidentale, si on ne voit pas en quoi Platon lui-même est poète, si on s'attarde toujours sur les mêmes lignes de la République, la cité c'est bon pour les géomètres, donc que nul n'entre ici signe les géomètres, et Platon est censé chasser Homère, etc. C'est faux, pour quantité de raisons. Platon lui-même est poète, et Platon, d'abord il l'a été originellement, et puis l'ensemble des dialogues lui-même est un itinéraire spirituel. Ça n'est pas du tout un catalogue conceptuel, c'est le cheminement d'une âme. Et le cheminement d'une âme passe, y compris dans quasiment tous les dialogues de Platon, par ce fameux thème de l'eidos, de l'idée, qui désigne également l'image. L'eidos que l'on trouvera dans l'icône, eidos, ou dans l'idole, peu importe. C'est une affaire d'image. Et l'image n'est pas nécessairement un amoindrissement. Elle peut l'être, tout dépend à quelle image on a affaire. Évidemment, dans notre contre- ou anti-civilisation, l'image n'a plus aucune valeur. Elle a la platitude, elle est faite pour qu'on ne puisse pas accéder à l'idée, qu'on ne puisse pas accéder à la pensée. Mais l'image du cosmos
elle-même, c'est celle du démiurge, nous dit Platon dans le Timée, et c'est le Platon le plus pythagoricien qui soit, bien sûr. Et c'est une image de grande beauté, de très haute beauté, c'est le plus beau des vivants, le cosmos. C'est le plus. Et alors, il y a dans cette manière de concevoir la poésie et la métaphysique et la philosophie, quelque chose qui, pour moi, ressortit du même ensemble, c'est-à-dire de la même trame spirituelle. Et dans ce registre-là, à une certaine hauteur, en tout cas, il n'y a pas à distinguer entre le philosophe, le poète et le métaphysicien. Bien sûr qu'il faut distinguer, tout dépend de quoi on parle et dans quel domaine précis, mais en hauteur, je crois vraiment que le philosophe, le métaphysicien, le poète ne se distinguent pas. Benjamin Fondan, que je cite dans l'Enthousiasme, parlait de Nietzsche, poésie. Kierkegaard, poésie. Platon, poésie. Il a raison. Et c'est une façon, je crois, de pointer ce qui est le plus semblable au réel lui-même, puisque le fameux poien, le verbe faire en grec, c'est le propre même de la poésie. C'est une manière de créer, de recréer, mais non pas sur un registre qui serait extérieur d'un sujet face à un objet, mais c'est une manière d'être dans le même mouvement, de participer, d'aller l'amble avec l'être lui-même, et avec les images, et avec l'esprit. Voilà pourquoi j'ai tendance à considérer que philosophie, poésie, métaphysique sont en un sens le même, sans perdre de vue qu'ils sont ou qu'elles sont le même et l'autre. Il y a une dimension autre, bien sûr, mais lorsque au plus haut point que l'on puisse s'élever, me semble-t-il, ce qui domine, c'est l'unité. Tout à fait. Et donc ce décloisonnement oui. de pensée ou de perception, c'est ce qui fait que tu es en mesure de voir la réalité de l'involution du monde, ou on pourrait dire de l'entropie du monde, c'est un terme peut-être plus juste, de façon lucide, contrairement aux penseurs qui sont un peu cloisonnés dans leur systématique. Parce que ce qui ressort aussi de ton livre, et ce qui m'a étonné, c'est ton jugement qui me paraît, et qui paraît à un certain nombre d'entre nous, juste sur l'état dans lequel se trouve notre réalité, et sur les tendances aussi totalitaires qu'elle est en train de déployer à une vitesse assez fulgurante. Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi rapidement, parce que là c'est juste en fait une façon de faire connaissance, est-ce que tu peux nous parler de cette entropie du monde que tu décris magnifiquement dans ton livre, de façon parfois assez vigoureuse, et piquante, si ce n'est coupante. Tu aussi parles du dernier homme, c'est-à-dire que d'un homme qui s'est tellement éloigné du principe créateur que la poésie cherche et permet de retrouver d'une certaine manière. La formule dernier homme est de Nietzsche, c'est une manière de décrire celui que nous sommes d'une certaine manière, peu ou prou, mais c'est déjà bien d'en avoir conscience. C'est Simone Veil qui disait tu ne peux pas avoir eu de plus grande chance que de naître à une époque où on a tout perdu, parce que d'abord on peut s'en rendre compte éventuellement si on n'est pas complètement aveuglé, mais parce qu'aussi on peut parier pour un éternel retour et donc un renouvellement et un recommencement. Mais la figure du dernier homme est en effet cruciale. C'est celui, dit Nietzsche, qui cligne de l'œil d'un air entendu, celui à qui on ne la fait pas. C'est celui qui se complaît dans une forme de cynisme et de médiocrité. Il va allier les deux sans difficulté aucune. Ce sera l'homme des petits plaisirs, des petites douleurs, et qui va surtout veiller à ne pas prendre conscience des abîmes, aussi bien ceux du bas que ceux du haut, celui du bas et celui du haut. C'est un processus d'involution, en effet, ou d'entropie. C'est un processus qui... c'est exactement ce que l'on appelle aujourd'hui le progressisme. C'est-à-dire que ce que l'on appelle le progressisme est en fait, de mon point de vue, et du point de vue de bien d'autres écrivains, philosophes, est un processus de régression. C'est-à-dire que nous pensons avoir atteint, en raison d'une maîtrise technologique, technique, scientifique, nous pensons avoir atteint une connaissance
que n'auraient pas eu les anciens, alors que, me semble-t-il, cette connaissance-là, dont je ne nie pas les réussites, il faudrait être aveugle pour les nier, les réussites dans le domaine technique précisément, ou médical, que sais-je, enfin. Mais c'est une connaissance qui nous éloigne de ce que nous avons en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de creuser dans le microcosme que nous sommes, avec l'esprit qui est le nôtre, qui peut beaucoup plus que ce que l'on soupçonne, et qui a pu, en tout cas dans le passé, beaucoup plus que ce que nous pouvons aujourd'hui, la technique est plus une béquille en quelque sorte, hein, ou un sparadrap sur une jambe de bois, comme on le dit parfois, qu'une manière de nous tirer vers le haut et de nous révéler nos propres puissances, et nos propres puissances intérieures en lien, bien évidemment, avec l'extérieur. Donc on assiste à un processus, ça a été beaucoup dit et admirablement par René Guénon, un processus de solidification du monde. Hein. Tout ce qui n'est pas, même si aujourd'hui on est à une phase d'ailleurs encore plus grave, hein, c'est-à-dire que le processus de solidification du monde a été sa matérialisation, la matière, le corps conçu comme le maître étalon du réel. Il y a une l'atomisation en fait de ce qui est hypercristallisé. C'est ça. Puis ensuite la liquéfaction, hein, c'est Zygmunt Bauman, la liquéfaction du monde, et puis pourquoi pas la dernière étape, une forme de gazéification, c'est-à-dire d'anéantissement, mais d'anéantissement non pas dans la plénitude du plérome ou du nirvana ou que ça, mais un contre-anéantissement qui serait une dispersion, une dilution et absolument irréversible en quelque sorte, enfin si l'irréversible pouvait avoir du sens. Donc oui, il faut avoir conscience, et là c'est l'angle donc plus, après, puisqu'on a parlé de métaphysique, c'est l'angle plus métapolitique, mais il faut avoir conscience de ce que, de ce point de vue-là, nous vivons une véritable régression. D'ailleurs, dans ton livre, donc page 22, hein, dans l'enthousiasme, tu dis ceci, hein, la négation de l'invisible, parce qu'en fait tu essaies tu réfléchis aux raisons de l'éloignement devenu presque irréversible, a priori, du principe qui est créateur et harmonisateur. D'ailleurs, tu citais à un moment donné aussi Héraclite en disant que l'harmonie invisible est supérieure à l'harmonie visible. Donc on perd le contact avec cette harmonie de l'invisible. C'est ça. Et donc la négation de l'invisible, hein, donc il a même été considéré comme non existant en fait. Voilà. Hein, donc tu dis du non-être, du zéro métaphysique, du sommeil profond, de la non-manifestation ou de la manifestation informelle, bref, de l'universel, donc la négation de cet universel, autorise la destruction du visible et son remplacement par l'artefact, c'est-à-dire la domination planétaire de la technique, et la reproduction sans aura. Ainsi, le vide succède à la vacuité. C'est un texte très fort. Oui, il me semble que c'est un résumé, que ces quelques lignes-là, en effet, résument ou condensent ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, effectivement. Voilà, et puis après, tu parles justement des manifestations, des anti-manifestations de cet, en fait, anéantissement de ce qui est l'information qui donne du sens à la vie. C'est que se développent des mafias planétaires, hein, qui n'hésitent pas à intimider les peuples. Et là, tu fais référence aux épisodes du Covid. Et puis, tu parles aussi en termes de l'anéantissement de l'âme, puis du corps, hein, qui mène pas à pas au transhumanisme. Tu nous donnes une perspective qui est désespérante, si ce n'était que grâce à la poésie qui reste quelque part dans le cœur de l'âme, hein, et de l'homme, hein, on peut, et tu nous le rappelles, l'homme reste capable de Dieu. Et puis tu cites Pascal en disant que l'homme passe infiniment l'homme. Alors, est-ce que tu peux parler de cette quête individuelle et de cette remontée, de cette réminiscence, de cet oubli de l'oubli, je crois que c'est un terme aussi que tu utilises. Oui, cet oubli de l'oubli, là c'est une formulation de Heidegger. Heidegger poussait le regard, son propre regard, jusqu'à nous dire que nous n'avons même plus le souvenir de notre propre détresse. Nous avons oublié
que nous avons oublié l'être. C'est en quelque sorte un double oubli auquel nous sommes confrontés. Et il avait parfaitement raison d'aller au bout de ce raisonnement. Donc la quête, en fait, est fondée sur un mémorial, je crois, donc la réminiscence platonicienne, hein, c'est-à-dire qu'on peut retrouver en soi un certain nombre, j'emploie, c'est presque un gros mot depuis des siècles, de parler d'idées innées, enfin Descartes parlait d'idées innées, bien entendu, mais le fait que nous ayons en nous-mêmes les idées innées de l'absolu, de l'infini, de l'éternel, dont on ne voit pas. Les archés aussi, hein, les archétypes. Oui, effectivement, les archétypes, et puis ce commencement qui est un commandement, hein, c'est le propre de l'arché, qui comporte en fait, qui aussi indique une voie, enfin trace une direction, en quelque sorte. Tout à fait. C'est l'itinéraire spirituel, précisément, hein, c'est le dialogue de Platon dont on parlait au début de notre entretien. C'est donc l'aspect mémorial, mais un mémorial qui excède l'histoire et qui excède la mémoire dans son aspect factuel, en quelque sorte, mais qui d'emblée donc se rattache à cette innéité des idées en nous, absolue, infini, éternel. Mais d'où cela vient-il? On a la possibilité de se rattacher, de se raccorder, comme l'alpiniste, comme la cordée de l'alpiniste, les alpinistes sont encordés, et les uns par rapport aux autres. Bon, on peut s'encorder à ces idées, à ces trois idées innées, et donc en garder la mémoire, cultiver la mémoire, et se diriger vers ce qu'il représente, tout simplement. Donc il y a ce mémorial. Il y a également, je crois, le fait de garder à l'esprit, c'est peut-être moins là pour le coup une histoire de mémorial, mais de garder à l'esprit ce que l'on pourrait appeler la puissance de l'être. C'est-à-dire qu'on a évoqué, avec cet éloignement cyclique, cosmologique, avec le dernier homme, avec ce moment totalitaire, hein, dont tu rappelais l'existence, effectivement, qui est un moment dans lequel je crains que nous ne fassions qu'à peine y rentrer. En tout cas pour l'Occident dit libéral. Je crois qu'on est à un moment... en phase terminale. Oui, alors c'est ça, il est en phase terminale et donc il est encore plus hargneux, encore plus haineux, encore plus vengeur qu'il ne l'est originellement, en quelque sorte, cet Occident-là. Et on le voit sur bien des plans. Donc il y a cette entrée dans une nouvelle phase historique, en quelque sorte. Mais on peut garder en soi l'idée de cette puissance de l'être, c'est-à-dire que cette part de néant à laquelle on est confronté avec le totalitarisme, avec un certain nombre de manifestations qu'on a évoquées, de solidification, de liquéfaction, de gazéification, bon, nous pouvons garder en mémoire et expérimenter surtout cette puissance de l'être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans l'être, est rigoureusement, radicalement imperméable aux assauts du néant. Les assauts du néant, ou du moins-être, ou du non-être, nous les expérimentons, nous les vivons, mais le caractère massif, le mot est peut-être un peu maladroit, mais parce que c'est à la fois massif et c'est le grain de sénévé, c'est le grain de riz, hein, de l'être, fait que ces assauts n'ont qu'un temps et sont voués à l'échec, en quelque sorte. Il y a des tentatives, il y a des combats qui se mènent, une forme de combat de géants et de titans. On peut utiliser plusieurs termes, et là les poètes nous sont très précieux. C'est Ernst Jünger qui évoquait ce retour des titans, par exemple. Hein. Bon, et son frère, d'ailleurs, Friedrich Georg Jünger, autant que Ernst Jünger. Donc il y a ces assauts qui sont menés, mais la puissance de l'être, elle, est absolument immarcessible, est absolument dans son immobilité, en quelque sorte. L'être n'est absolument pas affecté par cette agitation. Voilà. Seulement nous, dès lors que nous sommes un rien décentré, ou très décentré, en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons, en fonction de ce que nous sommes, en fonction même des heures de la journée. Enfin, nous pouvons être sensibles à ces assauts-là.
Mais si l'on on S'aligne. garde, oui, si on s'aligne, C'est un terme qui est très on se- utilisé très vague. Des fois, on se demande aligné sur quoi. oui, Et en fait, sur un principe qui nous dépasse. c'est ça. Sur le C'est principe créateur, ordonnateur, harmonisateur. S'aligner sur le point central. Exactement, On tout à peut fait, dire sur le point. d'une manière géométrique, hein, si on utilise la formulation symbolique et métaphysique, s'aligner sur le point central. Ce point central ayant un certain nombre de noms. Tous les noms divins peuvent être associés, enfin si on reste dans la théologie occidentale, au point central. Maintenant, si on va vers l'Extrême-Orient, on pourra parler du Tao. Bon. Tu as une très belle formule aussi dans ton livre, page 67, tu parles d'ajustement, Oui, et tu dis, voilà, cet ajustement à la justesse oui. sont toute justice et tout amour. Alors pour terminer justement en beauté, hein, d'ailleurs tu dis que la beauté et la consistance de l'autre du même, je trouvais aussi que c'était Oui. une très très belle Ouais. formule, Oui. c'est-à-dire quand les choses sont alignées et qu'elles reprennent en fait leur puissance d'être, Oui. bah, ça se manifeste par... c'est ça qui fait la beauté. La beauté, elle est Oui. cette manifestation Ouais. de la cohérence et de Bien sûr. la connexion avec l'unité. Oui, c'est la splendeur de la forme, disaient Voilà, les scolastiques, ils avaient tout à fait raison. Ouais. Et le poète, en fait, est un peu le garant des Lumières, et donc on pourra peut-être finir là-dessus, et je vais te faire lire ce poème que tu as donc cité, page 112 de l'enthousiasme, qui est un extrait d'un poète que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à toi. Lucian Blaga, un grand poète roumain Roumain. que j'ai découvert et également grâce à une amie roumaine, Gentiana Stanisor, qui est une grande spécialiste de Suran et qui m'a incité vivement à lire Lucian Blaga. Et effectivement, nous avons là, plusieurs de ses textes sont traduits en français. Hein. Tout à fait. Nous avons là à la fois un grand métaphysicien et un grand poète. Oui, effectivement, c'est un très beau, poème, très simple. un très beau poème, oui. Je ne piétine pas la corolle de merveilles du monde, et je n'assassine point de mon raisonnement les mystères que je croise sur ma route, dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes. Oui, c'est très simple, c'est très pur. Oui, et très clair. Mais très clair. La notion d'épiphanie est cardinale, en effet. Épiphanie, ontophanie, théophanie, angélophanie. Il y a là une juste vision de la lumière, précisément. Fausse, la lumière, c'est de ce qui apparaît, de ce qui surgit. Et ce qui surgit est toujours inouï, toujours miraculeux. Mais encore faut-il avoir les yeux déshabitués, comme c'est le mot qu'utilise Charles Péguy, pour le voir. Et Péguy lui-même est un très grand poète. Et il avait, lui, précisément, en tant que grand poète, des yeux parfaitement déshabitués. Mais nous avons des écailles dans les yeux chaque fois que nos yeux sont habitués et chaque fois qu'ils s'inscrivent dans une pure mécanique qui nous contraint à la cécité la plus totale, alors plus ou moins selon les individus, mais en tout cas, il n'en reste pas moins que le poète, lui, est celui dont les yeux sont dessillés. C'est pourquoi il est par excellence le voyant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comme dit Plotin, en fait, il voit avec la vision de la vue. Oui, oui. Ce qui renvoie au fait qu'elle dépasse en fait la condition en fait de l'étang terrestre. C'est ça, tout à fait. On le voit dans sa dimension de profondeur et d'excès, en quelque sorte. Voilà. Mais qui réduit l'étang à sa dimension, à son poids, à sa surface, à sa couleur, à ses accidents, comme dirait là, ne voit rien, ne voit pas. Et le poète, lui, l'étang, il le voit précisément comme il doit être vu, en voyant, en visionnaire, comme le prophète à certains égards. Je te remercie énormément pour cet échange. Merci à toi. Et puis on sera ravis de t'écouter à nouveau au mois de juillet. Avec joie. Le dimanche 6 juillet en ce qui te concerne. Et bon, tu seras avec nous oui. pendant les 4 jours.